très heureuse d'accueillir Alain Damasio, auteur culte de science-fiction ou de science, de romans d'anticipation plutôt. C'est un loup solitaire qui finalement est devenu célèbre, enfin plus ou moins, mais célèbre à cause de ce best-seller, La Horde du Contrevent. Il lit beaucoup de philosophes, à commencer par Nietzsche, qui est vraiment son philosophe préféré avec Deleuze, puis aussi Sartre, puis aussi le troisième Foucault, oui, Michel Foucault. Ça, il est très important dans ses romans. Et il s'attaque à cette écriture d'un roman d'anticipation politique utopique qui s'appelle donc La Zone du dehors. Il est pris par cette passion d'écrire et il s'attaque à l'écriture de La Horde du Contrevent. Et là, oui, ça dure, figurez-vous, ça dure 7 ans. Une immersion totale dans la philosophie, dans l'écriture. Ce livre-là a trouvé ses lecteurs. Et non seulement ses lecteurs, mais aussi de très bons critiques. Et en 2006, d'ailleurs, Alain Damasio a eu le grand prix de l'imaginaire. Donc c'est vrai que La Horde est un miracle au sens où ça a été un très très gros succès en science-fiction. Enfin, littérature de l'imaginaire au sens large plutôt que science-fiction, parce qu'il y a des aspects de fantasy aussi, de fantastique. Et du coup, bah voilà, c'est devenu effectivement ce qu'ils appellent un long seller, c'est un livre qu'on retrouve maintenant dans les librairies, dans les rayonnages tout le temps, parce que parfois c'est l'aspect épique qui séduit, parfois c'est l'aspect philosophique, parfois c'est l'écriture, parfois c'est la poésie du livre, parfois c'est les personnages eux-mêmes. Ça dépend. Et il est devenu cofondateur d'un studio de jeux vidéo. Bon, moi j'ai un regard assez critique sur le jeu vidéo, je joue mais assez peu. Et je me suis dit, c'est l'art populaire de demain, quoi. Voilà, c'est l'art auquel jouent tous les ados aujourd'hui, quoi. Il y a plus de 90% des ados qui jouent aux jeux vidéo. C'est comme le cinéma à ses débuts, il faut aussi des gens qui peut-être essayent d'amener quelque chose de différent, une tonalité différente. Oui, donc il faut aussi donner un imaginaire aux jeunes générations, hein, un autre imaginaire. Un imaginaire qui fasse réfléchir, c'est pas un imaginaire simplement qui soit divertissant, mais voilà, moi je dis toujours, j'essaye de pas divertir, c'est pas mon objectif numéro 1, je trouve qu'il y a énormément de choses qui divertissent déjà. On a des séries télé extraordinaires, on a des jeux vidéo extraordinaires en termes de divertissement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt subvertir, voilà, c'est-à-dire subvertir des lignes, des normes, des choses qu'on a déjà acquis et qui nous paraissent établies, et essayer à travers des médias comme le jeu vidéo d'interroger justement là, les technologies intrusives. Dans le jeu vidéo, c'est ça. Comment des technologies intrusives manipulent la conscience des gens. Alors, vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'un écrivain de science-fiction vienne nous raconter ou nous parler des rapports de l'homme à la machine, des rapports de l'homme à la technologie? Qu'est-ce que ça vient faire dans son travail? C'est central, c'est complètement central. C'est-à-dire que quand on veut faire de la science-fiction, une des choses clés qu'on se demande, c'est comment l'homme s'invente et se réinvente à travers la technologie, quoi. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné sur le thème sur lequel je travaille énormément dans mes livres, et justement dans les prochains, dans les furtifs, c'est de dire en quoi le fait d'utiliser la technologie, en quoi le fait d'être traversé par la technologie modifie à la fois notre rapport au monde, c'est-à-dire le rapport à la nature, à l'environnement, à notre entourage, à la réalité, ce qu'on appelle la réalité, mais modifie également le rapport à l'autre, c'est-à-dire le rapport social ou politique qu'on peut avoir avec les gens. Et en dernier lieu, modifie également le rapport à soi, c'est-à-dire la façon dont on se construit soi-même, dont psychologiquement on se bâtit, on se névrose, on s'épanouit à travers la technologie. Donc comment la technologie modifie ce triple rapport-là? C'est ça vraiment qui me touche, et c'est là-dessus que j'essaie de m'interroger chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge, par exemple le téléphone portable ou Internet ou la localisation GPS. Chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge, je me pose cette question, je me dis mais comment ça va modifier le rapport que j'ai avec moi-même, comment ça va modifier le rapport que les gens ont entre eux, et comment ça va modifier aussi globalement le rapport au monde. On est fondamentalement, les écrivains de science-fiction, des bâtards. Hein. C'est vraiment des bâtards, mais pas au sens très noble qu'avait donné à ce mot Arthur Rimbaud. Là on a la bibliothèque Arthur Rimbaud, ça tombe bien. C'est bâtard au sens où je suis en partie sociologue, je lis de la sociologie, en partie philosophe, parce que j'adore ça, j'en lis beaucoup, mais je ne suis pas philosophe. En petite partie scientifique, parce qu'on étudie énormément ce qui arrive, ce qui part, ce qui se développe. Et voilà, et en partie aussi, il y a ça, il y a cette espèce de flair, de nez, d'intuition qui est propre aux écrivains, et qui fait qu'on essaye de s'orienter, on essaie de sentir les tendances, on essaie de sentir ce qui est en train de se passer, et avec ces petits bouts, ces petits fragments, on essaye de définir
une sorte de vision de l'avenir, et on essaie cette vision de l'avenir de la mettre en scène, de la mettre en forme, de la mettre en image, de la mettre en récit, hein, et de vous faire vivre ces récits-là. Pour démarrer, je voudrais déjà aussi tordre le cou, mais alors vraiment tordre le cou, à un préjugé qui est extrêmement répandu, à une sorte de pensée cliché comme ça, qu'à mon sens il faut dynamiter d'emblée. C'est cette idée de dire la technique c'est globalement neutre, voilà, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Voilà, ça vous l'entendez partout, les gens vous disent, dès que vous critiquez quelque chose, ils vont dire ouais non mais la technique en soi c'est ni bon ni mauvais, ça dépend simplement de l'usage qu'on en fait. Bon, chose qui est à mon sens vraiment stupide, et même j'ai dit quadruplement stupide. Premièrement, pourquoi alors? Parce que d'abord, la technique, elle porte en soi une valeur latente. Et cette valeur latente, c'est la recherche d'efficacité. C'est la recherche de performance, c'est la recherche de maîtrise sur le monde. Et c'est un rapport particulier au monde. Vouloir chercher l'efficacité, vouloir optimiser, vouloir prendre pouvoir sur le monde, c'est déjà une vision du monde. Donc ça, c'est pas neutre du tout. Et ça, c'est latent dans l'approche technique. La deuxième chose, c'est qu'en amont, les recherches, et ceux qui font de la science, il y a des scientifiques ici, ceux qui sont ici, ceux qui font de la science le savent, c'est que les recherches elles nécessitent des financements. Et ces financements, ils sont obtenus si on arrive à convaincre les financeurs que ce qu'on fait va être intéressant, va avoir des applications. Et donc, c'est prédéterminé en amont, l'orientation de la science et de la technique et de la technologie est prédéterminée en amont vers des buts, souvent, actuellement, lucratifs, hein, qui vont permettre à ceux qui vous financent de récupérer leurs sommes et même de les multiplier par 5 ou 10. Donc il y a déjà, je dirais, une absence totale de neutralité dans la conception et dans les recherches. Ensuite, en aval, la technologie également, eh ben, elle modifie, elle produit des effets, et ces effets ne sont pas tous anticipés, ne sont pas tous prévus. Je vous donnerai un exemple très simple, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est le téléphone portable. Au départ, l'idée du téléphone portable, technologiquement, c'est de dire on va pouvoir téléphoner de n'importe quel point vers n'importe quel autre point, donc on va pouvoir appeler, nous étant n'importe où, quelqu'un qui est lui-même n'importe où, en France, dans le monde, etc. Donc c'était de joindre, généraliser la joignabilité comme ça sur le... Et puis ils se sont rendus compte, en plaçant des antennes comme ça partout pour les téléphones portables, qu'en triangulant ces antennes, on pouvait géolocaliser les gens. On pouvait savoir à n'importe quel moment où se situait le porteur de tel ou tel portable, et en plus de façon extrêmement identifiée, puisqu'on a le numéro, et qu'à partir du numéro, on peut accéder au nom. Donc, un effet inanticipé, la géolocalisation, qui a totalement modifié, ensuite, l'impact du portable, au sens où les pouvoirs se sont dit, bon, bah, les pouvoirs gouvernementaux, policiers se sont dit, ah tiens, ça peut être intéressant pour les RG, ça, quand on surveille un militant de Greenpeace, on peut peut-être suivre où il va, s'il va faire une action, est-ce qu'il va rentrer dans la centrale Nogent-sur-Seine, et ben on va suivre le portable. Je dis ça parce que j'ai des amis militants à Greenpeace et qui sont suivis de cette façon-là. Les pouvoirs commerciaux, ils se disent, ah, c'est intéressant aussi, parce que si on géolocalise les gens au mètre près, quand ils marchent dans une rue et que mon magasin il est situé à 100 mètres, je vais pouvoir envoyer un spam ou je vais pouvoir envoyer un message pour dire aux gens attention, il y a un magasin Decathlon à 100 mètres. Vous voyez? Donc les gens s'approprient ensuite cette technologie et lui font accomplir des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et ça, c'est pas du tout, évidemment, neutre, hein, il y a les impacts aval. Voilà. Et enfin, quatrième raison pour laquelle la technologie n'est absolument pas neutre, et ça c'est le plus important, c'est que toute machine, toute technologie, elle apporte avec elle, comme je vous l'ai dit, un nouveau rapport au monde. La machine, elle situe notre liberté, d'accord? Et notre liberté s'exerce face à elle, en elle, hein, comme dirait Sartre, c'est la liberté en situation. Nous sommes libres de l'usage de la machine, libres même de ne pas utiliser la machine parfois, mais c'est une liberté en situation, déjà située, un libre arbitre qui s'exerce à l'intérieur d'un monde qui est transformé et déjà repotentialisé par la machine, où il devient impossible de se comporter comme si elle n'existait pas. Voilà, moi, deux petits exemples aussi sur la technologie et son absence de neutralité. Quand vous prenez la voiture, exemple extraordinaire du XXe siècle, hein, c'est une technologie qui a dominé le XXe siècle, la voiture, ça a quand même fait 30 millions de morts, il faut savoir, c'est extraordinaire quand on pense à ça. C'est une technologie qui a fait 30 millions de morts et 200 millions d'handicapés. Mais surtout, ce qui est intéressant sur la voiture, c'est qu'elle a modifié complètement la forme des villes, elle a créé l'invention du trottoir, elle a modifié par les autoroutes l'organisation des campagnes, elle a entièrement restructuré l'espace. Ce que je souhaite développer, c'est ça, hein, nous devenons ce que nous sommes par la machine, à travers la machine, grâce et contre elle, et nous le devenons collectivement et individuellement. Voilà. Et en particulier, la question que je pose, c'est qu'est-ce que les machines de troisième génération, donc les machines dites informatiques, dont le carburant et le produit et l'information, produisent comme type d'être humain? Comment se construit-on, comment se déploie-t-on comme être humain dans cette technosphère-là, dans les flux, dans les rythmes, dans les mots d'ordre et les mots de passe, dans les canaux de cette machine monde qui constitue désormais notre milieu, l'air qu'on respire
l'eau qu'on boit, qu'on sue et qu'on repisse, hein, comme j'aime à le dire aussi. Voilà. Donc l'ASF, dans tout ça, elle a un rôle primordial, je vous l'ai dit, hein, c'est souvent de mettre en scène tout ça, et de jouer aussi parfois les Cassandres, les oracles, d'anticiper, de créer l'alerte, et de créer aussi, d'essayer de créer des coups d'avance. Et la science-fiction a un vrai rôle politique là-dessus, un vrai rôle de résistance. Justement, on va faire un petit détour par Peter Sloterdijk, qui est un auteur allemand que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé également sur la technique. L'homme naît en même temps que sa propre technique. C'est la technique qui amène l'homme au monde, quoi. Nous, on vient au monde grâce à l'outil technique. Et c'est le moment où on crée l'outil technique qui nous hominise, qui nous fait sortir de l'animalité pour nous amener à l'être humain. Et lui, il fait démarrer de la pierre, comme ça, c'est magnifique. Il dit, le premier jet de pierre comme ça, tout d'un coup, un singe ou l'homme singe jette une pierre au loin, voit l'effet de la pierre, parce qu'elle touche un animal, un oiseau, et il dit cette distanciation, le fait que c'est pas la main qui directement produit un effet sur le monde, mais c'est un objet lancé à distance qui produit un effet sur le monde, ça, c'est la naissance de la technique. C'est-à-dire que c'est la distanciation. C'est l'action à distance sur le monde. Moi, il n'y a rien de mieux que le cinéma de Stanley Kubrick. Là, je vais vous montrer donc un extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, réalisé en 68. Et on va voir comment Stanley Kubrick pose ça, nous montre le passage, mais en une fraction de seconde, comme ça, le passage de l'homme singe aux vaisseaux spatiaux. Stanley Kubrick a beaucoup lu Nietzsche, ça c'est quelque chose qui est important à savoir, et le 2001 Odyssée de l'espace est beaucoup inspiré des thèses de Nietzsche, mais à partir du moment où on trouve l'os, on trouve tout le reste. On va trouver la roue, on va trouver la machine à vapeur, on va trouver l'informatique, on va trouver le vaisseau spatial, parce que ce qui compte, c'est ce décollement de la nature, ce décollement d'un rapport direct, animal, organique à la nature, cette espèce d'arrachement par l'outil qui nous fait sortir dans la condition d'homme. Alors, ce que dit Sloterdijk par rapport à ça, il a un truc très intéressant, c'est que lui, Sloterdijk dit, ce qui est fondamental, c'est l'outil, bien sûr, la pierre ou le bâton ou l'os, mais il dit, la première technique de minimisation pour l'homme, c'est l'aménagement de l'espace. C'est ce qu'il appelle la clairière ou la couveuse entrouverte. Il a un très beau terme, je trouve, la couveuse entrouverte, c'est comme une couveuse, mais qu'on en trouve un peu sur le monde extérieur. C'est-à-dire que c'est la faculté qu'a eu l'homme de se protéger contre l'extérieur. Ce qui est fabuleux dans la technique, c'est qu'il y a tout un aspect extrêmement quand même positif, hein, qui se rapproche de ce que moi j'appelle, enfin ce que pas moi, mais ce que les anglicistes appellent l'empowerment, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Donner le pouvoir. Donner le pouvoir d'eux, c'est l'autonomie, c'est la mise en capacité d'eux, c'est ouais, une sorte de la capacitation, on dit aussi. C'est-à-dire, c'est donner à chacun la sensation du pouvoir immédiat, direct, sur sa vie et sur son milieu. La machine nous aide à transformer le monde, d'accord? C'est un outil, comme je l'ai dit, c'est des gros outils comme les bulldozers, les pelleteuses, mais ça peut être une perceuse aussi, ça peut être, on l'a dit, le lave-linge, une cafetière, enfin, des outils qui nous permettent d'agir sur le monde et de faire des choses directement sur le monde. Mais cette machine de pouvoir, elle peut toujours se retourner contre nous, et on va voir l'exemple extrême mis en scène par Kubrick, encore un coup de génie pour moi. Le vaisseau spatial est entièrement géré par un ordinateur qui s'appelle HAL, et qui gère notamment la cryogénisation des 6 astronautes qui sont dans le vaisseau, hein, qui les maintient sous hibernation.
On vous raconte simplement, avec rien, que des sons purement machiniques, que des images purement machiniques, on est en langage machine pur, on vous raconte le meurtre atroce de la machine sur 6 humains qui sont en hibernation. Et voilà, c'est pur, ça dure 1 minute 30, vous avez vu, et vous avez tout compris. On a donné à cette machine le pouvoir absolu sur la vie humaine, c'est le pouvoir de vie ou de mort. On peut cryogéniser l'homme, on peut le maintenir vivant, mais on peut le tuer aussi rapidement, à partir du moment où on l'a décidé. Donc c'est machine de pouvoir dans sa version la plus extrême, la plus aboutie, quoi. On va passer maintenant à ce qui moi m'intéresse beaucoup dans mon œuvre, notamment dans la zone du dehors, ce que j'appelle les machines de track et les machines de vision. Voilà, moi je suis un disciple de Gilles Deleuze, du philosophe Deleuze et de Michel Foucault aussi, c'est-à-dire que c'est des philosophes que je trouve extrêmement intéressants, et qui disent déjà depuis une vingtaine d'années, on est rentré ce qu'ils appellent en société de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est plus en société disciplinaire, on n'est plus en société de souveraineté, hein, on est dans une société où le pouvoir s'exerce de façon beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus invisible, et surtout le pouvoir s'est démocratisé, c'est-à-dire qu'il est exercé autant par de façon, avant c'était exercé par façon pyramidale, de haut en bas sur une structure hiérarchique, maintenant c'est autant les gens, les pouvoirs commerciaux, les pouvoirs gouvernementaux, mais aussi les associations, mais aussi les gens entre eux, c'est-à-dire que ce pouvoir de contrôle et de surveillance, il s'exerce de chacun à chacun. Ça me paraît extrêmement important sur l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui. On trace, on traque, on archive, on cartographie. Moi je dis, nos machines sont des chiens. Voilà. Elles investissent la trace. Et plus le monde est libéral, plus le monde est individualisé, plus le monde dans lequel on vit est moléculaire, liquide, fluent, plus l'enjeu de la trace il devient vital, car elle est le point de fixation, de stockage temporaire, et la ressource à mobiliser, le repère. C'est-à-dire que plus on laisse de liberté aux gens, plus les gens peuvent se balader n'importe où dans la ville, plus on a de technologies comme ça, super fluides, où on fait ce qu'on veut, normalement, plus on nous contrôle, et plus on a besoin de pouvoir repérer la trace des gens. Et ça permet à la fois de maintenir ce degré de liberté très grand dans lequel on vit, tout en étant parfaitement contrôlé, parfaitement surveillé, et parfaitement géré. Donc la technologie, dans ce cadre-là, a un rôle fabuleux à jouer. Également, ce qui s'est hyper développé ces dernières années, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup étudié là-dessus, c'est ce qu'on appelle les techniques de capteurs. Je vous fais juste une liste de capteurs qui ont été mis en place sur les 20 ou 30 dernières années. Des capteurs de mouvement, des capteurs de bruit, des capteurs de température corporelle, de pression artérielle, de sudation, même des analyses du pipi et du caca, véridique, hein. Il y a des prototypes japonais qui sont en place aujourd'hui. Il y a des nez électroniques pour la reconnaissance d'odeur, il y a des oculomètres pour le suivi du regard. On a évidemment, moi, une technologie que je trouve extrêmement importante, c'est la puce RFID, la puce radiofréquence, qui équipe maintenant beaucoup de produits. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire ça donne à chaque objet une adresse, et ça permet de le localiser et de le suivre, de la production dans l'usine jusqu'à l'installation dans le magasin et même jusqu'à la décharge. Et on est de ce que Foucault annonçait comme étant le panoptique, c'est-à-dire une vision dissymétrique, on voit, on essaie de voir, on est dans la transparence totale, dans la visibilité totale et dans l'envie surtout de voir en permanence. C'est-à-dire tout ce qui est le transhumanisme, je ne sais pas si vous connaissez ça, tous les gens qui disent l'humanité va se développer, va se déployer parce qu'on va mettre des technogreffes en nous, de la mémoire informatique connectée à nos neurones, des muscles élastiques pour pouvoir courir plus longtemps sans se fatiguer, etc. Donc booster le corps, toucher au corps même. Donc ça c'est très courant, très développé en science-fiction. Ça fait aussi très peur. Voilà. Donc c'est vraiment machine extension du genre humain, c'est-à-dire que c'est la machine en nous, c'est pas la machine pour nous, c'est la machine en nous. Et puis il y a nous dans la machine aussi qui est ce que j'appelle les machines à fabriquer les mondes, hein. C'est comme Second Life, c'est comme les mondes virtuels, c'est comme les jeux vidéo, c'est comme World of Warcraft, c'est-à-dire que vous rentrez dans un univers entièrement créé par la machine et dans lequel vous évoluez. Et il y a des aspects extrêmement jouissifs d'être, comment on peut dire ça, d'abolir un peu les frontières de l'espace-temps, c'est-à-dire que vous êtes dans des mondes où la notion de gravité, les bornes de la réalité concrète qui sont assez pénibles, on est obligé de marcher sur un sol, on ne peut pas se coller au plafond, etc. Toutes ces bornes de la réalité concrète eh ben, sont abolies parce que vous êtes dans un cadre virtuel. La machine entre nous, c'est-à-dire les machines de communication. Là aussi, je vais rapidement, c'est connu, mais c'est quand même très intéressant. Là, je vais utiliser un peu Stigler, justement. Donc, machine de communication, c'est ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est évidemment le téléphone portable, c'est Internet, c'est le mail, c'est les chats, c'est Twitter, c'est tout ce que vous connaissez très bien. Facebook également. Et si je prends par exemple les réseaux sociaux, Stigler dit un truc très beau, je trouve, il dit, les réseaux sociaux c'est une pharmacologie, il appelle ça une pharmacologie, c'est-à-dire qu'il dit, c'est tout autant un remède qu'un poison. Voilà. Pharmacologie, c'est quelque chose qui t'empoisonne tout autant que ça te soigne, quoi. Sur l'information, une chose très connue aussi, mais j'aime bien le répéter quand même, c'est que
au début, on nous informait, après on a commencé par nous surinformer par Internet. Après la surinformation, on commence à devenir de la désinformation. Et surtout, on est dans ce monde qu'on appelle l'infobésité, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est l'obésité de l'info, l'infobésité, moi j'aime beaucoup ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations tout le temps et en permanence qu'on devient complètement ignorant, qu'on ne retient plus rien, qu'on oublie, qu'on zappe, et on ne fait même plus l'effort de retenir. C'est ce que dit Benassayag, c'est très beau. On remplace l'échange par l'infrastructure de l'échange, d'accord? C'est-à-dire par les outils de l'échange, par les signes techniques de l'échange, par la manipulation frénétique des interfaces de l'échange. Voilà. La communication en tant que système a pris le pas structurellement sur le fait de chercher à échanger avec les autres. Il nous introduit à une civilisation où les liens dominants deviennent des liens de surface. Benassayag. Voilà. Et je vais vous lire le passage de Deleuze aussi que j'adore beaucoup là-dessus, sur l'infobésité, la communication et l'excès. Nous sommes transpercés de paroles inutiles, de quantités démentes de paroles et d'images. La bêtise n'est jamais muette ni aveugle. Si bien que le problème n'est plus de faire que les gens s'expriment, mais de leur ménager des vacuoles de solitude et de silence, à partir desquelles ils auraient enfin quelque chose à dire. Les forces de répression, mais aussi les forces commerciales, on pourrait dire, n'empêchent pas les gens de s'exprimer. Elles les forcent, au contraire, à s'exprimer. Douceur de n'avoir rien à dire, droit de n'avoir rien à dire, puisque c'est la condition pour que se forme quelque chose de rare ou de raréfié, qui mériterait un peu d'être dit. Ce dont on crève actuellement, ce n'est pas du brouillage, c'est des propositions qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Moi, j'avais jeté comme ça des slogans aussi, de ce monde-là. Je dis, un lien vaut mieux que deux tu liras. Plus on se connecte, moins on se connaît. On ne se touche plus, mais on garde le contact. C'est toujours interfacé, mais jamais face à face. Et s'interfacer égale s'intereffacer. Voilà. On a une sorte de principe de couverture totale, de continuité totale. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus la rupture, on n'accepte plus le vide, on n'accepte plus l'absence, on n'accepte plus qu'il y ait un trou dans la trame, quoi. Et cette espèce de rythme continu, de continuum dans lequel on est inséré, je pense que c'est pas adéquat au rythme humain naturel. C'est-à-dire que nos rythmes humains naturels exigent à des moments des pauses, exigent des stases, exigent du silence, exigent des déconnexions, quoi. On a besoin de ces déconnexions, on a besoin à des moments que ça soit rompu, on a besoin du silence. Et la technologie arrive avec son rythme, qui est le rythme de fiabilité permanente, continuité permanente de service, hein, c'est toujours la science aussi, performance maximale. Donc, on est piégé. Este es el sueño americano. Le damos a los Estados Unidos lo que siempre han querido. Todo el trabajo sin los trabajadores. Muchacho, enchúfate. Tu futuro empieza hoy. Voilà, donc là, il va piloter un robot qui est sur un chantier aux États-Unis. Et il voit son copain qui est sur la poutre là. Voilà, c'est une très belle métaphore de ce qui nous attend, de ce qu'on vit parfois déjà, mais de façon plus douce à travers la pulsion du mail, à travers le travail sur écran 10 heures par jour ou 12 heures par jour. Mais voilà, c'est quand même assez angoissant. Le monde fait machine, c'est la machine qui génère un monde dans lequel on est pris. Moi j'appelle ça le techno-cocon. Voilà, j'ai essayé de créer un mot qui pour moi me parle. Je trouve qu'on est dans cette bulle technologique. Le monde s'est rapproché de nous, c'est-à-dire qu'il n'est plus un jet de pierre, hein, comme dans l'histoire de Sloterdijk. Il est à portée de main, au bout de nos doigts, hein, c'est avec le clavier, sur la hanche comme un portable, dans le creux de nos oreilles, hein, avec les écouteurs. Il nous parle, il est tout aussi bien dans une voiture au bout de nos pieds et au creux de notre paume, et parfois dans notre corps même, et ses gestes, avec, par exemple, Kinect à l'interface de Microsoft, où vous gérez avec les gestes le chose. Toute une gestuelle nouvelle apparaît, qu'on voit très bien dans Minority Report. C'est une gestuelle centripète, circulaire, comme ça, presque, moi j'appelle ça presque onaniste, quoi. Et il suffit de regarder un gamin qui joue à la PSP ou à la DS, vous voyez, le gamin il est courbé, il est sur sa petite console, le monde a disparu,
tout son corps, sa colonne vertébrale, sa nuque, etc., ses bras, s'enroulent comme ça dans le cocon, et le gamin il joue, et on voit qu'il est coupé comme ça du monde extérieur. Donc comme on l'a vu, la machine nous a donné pouvoir sur le monde, nous l'a ouvert, et nous l'a filtré, et recadré, avant de prendre sa place de faire monde. Le pire est que la technologie est auto-proliférante. Elle sature l'environnement public et privé, l'environnement de travail et de loisirs, l'espace et le temps, le proche et le lointain. On a des machines à fabriquer des machines, on a des machines à nous protéger les machines, à réparer les machines, à piloter les machines, à détruire même les machines. Donc ce qui est marrant par rapport à la science-fiction, c'est que la machine ne s'est pas retournée contre son créateur, comme on l'avait vu dans tous les BD de science-fiction au début, dans tous les grands films de science-fiction. Elle ne s'est pas révoltée comme dans Blade Runner, où les réplicants se révoltent contre le gars qui les a créés. Elle ne nous a pas éliminés, nous humains, à coup d'apocalypse nucléaire, comme dans Terminator, je ne sais pas si vous vous souvenez de Terminator, ou assassinés de façon glaciale, comme Hal dans 2001, dans l'extrait qu'on a vu. Elle ne nous a pas encore soumis et fait de nous des piles biologiques pour les alimenter en énergie, comme dans Matrix, hein, pour ceux qui ont vu le film. Mais pour moi, elle a fait mieux en un sens. Elle nous a hominisés, donc elle nous a fait accélérer l'hominisation continuellement, sans vraiment nous humaniser. Elle nous a donné le pouvoir, ça c'est vrai, tout en nous retirant la puissance. Bien sûr, on continue à fabriquer des machines, bien sûr, nous en sommes globalement maîtres de ces machines, mais on leur appartient plus qu'on ne les maîtrise. Une fois fabriquée, c'est comme si la machine acquérait une sorte d'indépendance, une sorte d'étrangeté experte, telle que plus personne n'est aujourd'hui capable de comprendre comment fonctionne un ordinateur, et par quelle magie, hein, une onde Wi-Fi par exemple, produit une image avec des pixels. Voilà, la machine ne dépend plus de ce qu'on a fait, comme dans l'ancien paradigme des machines de type marteau ou de première ou deuxième génération, c'est plutôt nous qui dépendons de ce qu'elle peut faire et nous autorise à faire. On lui a tout délégué, notre sécurité, notre confort, nos tâches répétitives et quotidiennes, nos déplacements avec la voiture, notre mémoire et notre cognition, maintenant avec Google, nos flux de conscience, notre façon d'échanger et d'aimer, hein, à travers les moteurs de recherche, de travailler et de nous divertir, notre narcissisme même et nos pulsions, et jusqu'à notre liberté d'agir par nous-mêmes, ce que j'appelle notre puissance. Donc quoi d'étonnant qu'il soit plus possible pour un enfant ou un ado de se construire hors des machines et de leurs propriétés. Quel ado aujourd'hui se construit hors du portable, hors de l'internet, hors du jeu vidéo et hors des écrans? Ce qui m'intéresse dans le rapport à la machine, c'est pas dire c'est bon ou c'est mauvais. Pour moi, une vraie éthique de la machine, une vraie éthique de la technologie, c'est se demander ce que chaque machine qui apparaît ouvre et déploie, ou au contraire referme et limite dans le strict rapport à soi, à l'autre et au monde. Que me posent les technologies et avec lesquelles peut-être on peut essayer de résister? Premièrement, c'est interroger l'effacement du monde physique. Interroger cette mise à distance du monde et cette hyper-protection qu'on a, que nous apportent les technologies, et qui crée aussi une hyper-fragilité, parce que dès qu'il y a de l'imprévu, dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu, une coupure électrique par exemple, on est complètement paumé, et dès que quelque chose perce la membrane techno qui nous protège, on se rend compte qu'on est très très fragile, et beaucoup plus fragile qu'on l'était avant. Deuxièmement, interroger l'oubli du corps. On est dans des technologies qui sont essentiellement optiques, très très optiques, spéculaires, un petit peu sonores, mais surtout optiques. Et alors, on a évacué le toucher, on a évacué le goût, l'odeur, le rapport magnétique, le rapport thermique, la chair. On est dans un monde complètement visuel, et sur lequel le visuel a vraiment évacué le corps. Et pour moi, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est cette impression que l'homme atteint son stade de développement ultime, qui est le largage du corps physique. Voilà. Et le rapatriement intégral dans ce que j'appelle moi le système nerveux central, c'est-à-dire la colonne, la boule de neurones et les nerfs. Et plus flippant encore que ça, et ça Michel Serres en a parlé, et je crois que Bernard Stiegler en parle aussi, c'est interroger l'externalisation du cerveau dans la machine. Parce que non seulement on a largué le corps, mais on est en train aussi de larguer l'esprit, une partie de l'esprit. En tout cas, certaines fonctions de l'esprit. Le cas archétypal, c'est la mémoire. Voilà, interroger également dans le rapport à l'autre, le fait que l'autre est de plus en plus dématérialisé. Donc, le lien versus connexion, d'accord? Accepter donc la déconnexion. Très belle phrase de Benas Sayag aussi. Il dit très souvent la seule façon de protéger et de développer un lien avec quelqu'un passe par la possibilité de renoncer à la présence de l'autre, de renoncer à la présence de l'autre, de renoncer à l'autre. Dans un certain isolement de communication, on protège et on développe paradoxalement les liens qui nous unissent à l'autre. Et enfin, donc interroger notre devenir machine, interroger donc les rythmes machiniques que nous imposent ces nouvelles technologies, parce qu'effectivement la machine désynchronise, elle détemporalise, elle stresse, elle ralentit, bloque, elle accélère parfois, elle sature, donc elle modifie complètement nos rythmes et collectifs et individuels. Interroger également l'idéal de continuité de service et de performance. Pourquoi être toujours dans l'instantané? Pourquoi être toujours ailleurs, l'ubiquité? Pourquoi être toujours connecté? Voilà, mais se poser simplement la question, quoi. Générer peut-être des coupures, des dead spots, des zones de non-communication, des hors-champs, des angles morts.
Ça, c'est beaucoup mon thème sur les furtifs. Réapprendre aussi à vivre ici et maintenant, hein, synchrone dans le présent. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un devant vous, c'est pas la peine d'être dans le non-lieu de la communication avec quelqu'un d'autre, vous pouvez simplement lui parler et être là. Voilà, et interroger, ça je dis pour les jeunes aussi, interroger l'interaction. C'est quoi interagir, quoi? Ça c'est quoi quand on dit on interagit avec une machine, on interagit avec une souris? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est subir? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment interagir? Moi je me pose vraiment la question, on n'arrête pas de dire ouais interagir c'est vachement bien, on interagit, on va interagir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment actif quand j'interagis? Et que quand je passe 2 heures sur internet à cliquer sur des liens, à passer de site en site, j'interagis avec la machine, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que l'interaction c'est l'action? Pour moi l'avenir c'est le hacker, c'est les pirates, c'est le sabotage, ça va revenir très très fort. Voilà, je finis en disant, voilà, aucune conférence évidemment ne peut fermer un pareil sujet, il reste ouvert et en cours, il est entre nos mains, c'est super important, individuellement mais aussi collectivement. C'est à nous de décider de ce qu'on veut faire de notre humanité, c'est à nous de savoir comment on veut outiller, prolonger, appauvrir cette humanité en la déléguant à des machines ou la redéployer grâce à elle. Le piège de la machine, c'est la fascination du pouvoir, on l'a vu, du pouvoir augmenté. Mais ce qui compte si on prétend à la grandeur d'être humain, à mon sens, hein, c'est pas le pouvoir, c'est la puissance. C'est la puissance d'aller au bout de ce qu'on peut, par nos propres forces, par notre propre sensibilité, directement et sans prothèse. Avec notre simple corps, notre chair sensible et vibrante, et notre étrange esprit, hein, cette espèce de boule de neurones et d'indétermination, qui est une ruse inventée par la matière, pour dépasser sa propre clôture hein, et nous offrir le plus dérangeant des dons, la liberté. Merci de votre écoute et on peut passer à la question. On a tendance à considérer que nos amis existent un petit peu moins à partir du moment où on vit à travers des interfaces, parce que c'est juste nerveux au niveau de notre on reçoit plein de petits stimuli de points différents, un SMS par-ci, un SMS par-là, et au final... Ouais, c'est une nébuleuse de petites... ouais. Oui, voilà, c'est quelque chose qui disperse l'attention plus qu'elle la concentre sur chaque personne. Des puces qu'on allait intégrer au corps. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Parce qu'apparemment, ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Alors, si c'est pour nous rajouter de la mémoire, moi je dirais que je serais plutôt contente. Mais si c'est pour nous surveiller, nous contrôler, ça c'est peut-être une autre affaire. Il y a 2 grands vecteurs pour amener la technologie, c'est soit le truc super branché, soit les handicapés. Très souvent, c'est par les handicapés qu'on vous fait passer des choses. Et notamment, là, je n'allais pas parler, c'est vachement... Moi, ça, ce qui me fait le plus flipper actuellement, c'est la contrôle des ondes de pensée. Vous savez, j'ai vu des labos à Grenoble, j'étais voir des gens comme ça, où c'est génial pour les handicapés parce que il suffit qu'ils pensent à aller tout droit ou de côté, etc. Leur onde cérébrale se positionne d'une certaine façon, et quand la machine a intégré, ils ont juste à penser à aller à droite, et le fauteuil roulant il va à droite, ou aller à gauche, il va à droite. Bon. Donc il y a un début d'interprétation des ondes cérébrales. Par contre, les puces ont été utilisées sur les animaux d'élevage, sur les produits, sur les véhicules. Maintenant, la plupart des véhicules sont pucés, donc c'est pour ça que les vols de voitures ont régressé. Voilà. Donc ça vient sur les objets et sur les animaux, et après, généralement, ça va vers l'homme. On ne nous laisse jamais le choix de vraiment dire non. Sur Facebook, on peut par exemple aimer, mais ne pas... Enfin, il n'y a pas de bouton ne pas aimer. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est pas mal. On nous dit on vous crée une ville intelligente 2.0, mais il n'y a pas l'option on vous crée la ville alternative où on n'est pas tout le temps avec des capteurs. Et je me dis, ce qui est une stratégie d'espoir possible aussi, c'est, vu que toutes les machines ont un point quand même en commun et qui est peut-être leur faille, c'est qu'elles consomment de l'énergie. Est-ce que finalement, heureusement, peut-être que dans les futurs lointains, peut-être je sais pas pour votre jeu vidéo, est-ce qu'on a intégré ça? Est-ce que heureusement ça peut jouer? Ouais, l'énergie va être un enjeu énorme. Moi j'ai vu un truc là-dessus qui est incroyable, c'est qu'en 2020, 50% de l'énergie produite dans le monde servira à alimenter les systèmes virtuels, c'est-à-dire Internet. 50%. Et ça m'a scotché. Je me suis dit, c'est le virtuel devient plus fort que le réel, puisque 50% de l'énergie va être... Et je sais pas si vous avez suivi aussi ce truc qui m'a moins fait flipper, démoraliser pendant des mois, et qui continue à me démoraliser, c'est le coût énergétique d'une recherche Google. Ah oui. C'est horrible ce truc-là. Je vous explique que c'est la consommation d'un Brésilien pendant 1 heure sur... Vous avez jamais vu ça? C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis con comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit l'histoire d'Achille l'autre fois, bon, j'ai appuyé sur Achille et puis il me donne la réponse au bout d'1 seconde, au lieu d'ouvrir un dico ou machin. Et en fait, je me dis, bah, ça coûte rien, mon ordi consomme 40 watts, ça a duré une fraction de seconde, ça coûte rien. Mais sauf que c'est passé par je sais pas combien de serveurs par le monde, qu'il y a les centrales nucléaires qui alimentent les fermes de serveurs de Google, et que ça consomme en fait une énergie colossale, quoi. Et qu'on est là à bouffer de l'énergie sans même s'en rendre compte, quoi.
Alors on fait de l'écologie, je suis là à fermer mon robinet quand je brosse les dents, mais je tape Achille sur Google d'un bouquin. Enfin, donc tu vois, il y a vraiment aussi... Mais ça, c'est vrai, c'est intéressant la notion d'énergie, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut assécher aussi le système qui est énergivore, quoi, complètement énergivore. Hein. Vous dites dans vos livres que ce qui compte, c'est aussi qu'on a tendance psychologiquement à reporter nos affects sur les machines elles-mêmes et à finalement être plus rassuré d'avoir le portable, de dormir avec le portable sous l'oreiller par exemple. Ça, je sais qu'il y en a qui font ça. Bon, ça c'est la preuve que c'est pas l'outil. Ouais. Simplement, je considère qu'on est dans une période qui est très techno-euphorique, ça c'est clair. Effectivement, Internet c'est extraordinaire, effectivement le portable c'est extraordinaire. Enfin, les technologies qui sont arrivées ces 20 dernières années sont éblouissantes du point de vue de ce qu'elles apportent, quoi. Et les technologies, je dirais une cafetière, bon, ok, c'est sympa, mais il faut toujours faire gaffe à la main. Mais Internet, ça a été extraordinaire. Le portable, c'est extraordinaire. Bon, les jeux vidéo d'aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous jouez à certains jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est quasiment des films de cinéma. Vous êtes acteur dans un film de cinéma, quoi. Bon, donc c'est fascinant, c'est éblouissant, c'est magnifique. En plus, c'est archi poussé à cause du consumérisme, du capitalisme. Donc, je considère que mon rôle dans la science-fiction, c'est pas de faire ce que faisaient les auteurs de science-fiction dans les années 50 qui exaltaient le nucléaire ou qui exaltaient les robots. Mon rôle, c'est d'essayer d'interroger et de faire comprendre ce qu'il y a derrière aussi, quoi. Et ce que ça peut modifier, justement, dans notre façon de vivre, dans notre rapport au monde. Et simplement, dans l'époque où on est, il faut se positionner. Moi, je suis écrivain à la SF. Je trouve que j'ai plus d'intérêt, plus d'apport. J'apporte plus aux gens si j'interroge ce rapport à la technologie plutôt que d'être là à dire regardez c'est génial et puis d'inventer des technos qui feront rêver en 2020. Quand vous parlez du pouvoir et de la puissance, moi je trouve que depuis tout temps il y a un développement où la technique devient outil du pouvoir et elle est sapée par le fait que le pouvoir, quand il est vidé de sa moelle, il perd de sa puissance et il ne se garde pas longtemps. Je suis assez confiante que même la technologie, elle se autorégule aussi pour qu'elle tienne qu'elle tienne dans un système vivant, on va dire. La technologie va plus vite que la capacité des intellectuels et de la population encore plus d'intégrer ce qui se passe. Et ça, dans cet interstice, s'il y a des gens malins, ils peuvent aussi s'insérer pour nous prendre de vitesse et imposer des choses qui sont dangereuses. Moi, je crains plus ça. Et en tant qu'auteur d'SF, j'essaye de me maintenir sur la crête de la vague, autant que je peux, malgré mon vieil âge et ma ringardise. Non, mais c'est... Parce que je pense que les choses se jouent et que c'est à nous d'être aux aguets pour essayer de dire attention. À cause de désajustements, même les années 70, le choc du futur, je ne sais pas si vous connaissiez le futurologue Toffler. Il le disait, il disait on arrive à un moment où on se prend le futur dans la tronche et on n'a pas le temps de l'assimiler. Et qu'est-ce que ça va produire, quoi. Et on est, je pense, à cette étape-là, en partie, quoi. Il y a tellement de choses qui arrivent tellement vite que... Mais effectivement, après coup, les mécanismes de régulation se mettent en place, ça nous rassure. Mais sauf qu'il y a un désajustement qui peut durer 5 ans et qui peut être dangereux.